Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Supposons qu'on aurait un système de coordonnées tel que la métrique G ne dépend pas d'une certaine coordonnée, disons x alpha. Dans ce cas-là, pour une géodésique de type temps, pour la quadrivitesse, la composante U alpha doit être une constante. En effet, considérons l'équation de géodésique écrite comme une dérivée covariante d nu de U alpha U nu. Ce qu'on peut écrire égale 0. Ce qu'on peut écrire du alpha sur dx nu fois dx nu sur d tau fois U sigma U nu G alpha bêta gamma bêta alpha nu. En utilisant la forme de la connexion, on trouve alors que du alpha sur d tau est égal à 1 demi U sigma U nu fois dérivée de G alpha sigma par rapport à dx alpha plus dg sigma nu par rapport à x alpha moins dg alpha nu par rapport à x sigma. Or, on a aussi que U sigma U nu fois dg sur dg alpha sigma sur dx nu est égal, après un changement des indices, à U sigma U nu dg alpha sigma dg alpha nu, décidément U sigma nu dg alpha nu par rapport à x sigma. Et donc, en utilisant ça dans la relation précédente, on trouve que du alpha sur d tau est égal à 1 demi U sigma U nu fois dg sigma nu par rapport à x alpha. Et donc, si la métrique ne dépend pas de alpha, ce terme est nul, et donc du alpha sur d tau est nul, et U alpha est une constante du mouvement. Considérons maintenant un corps de masse petit m, dont l'orbite est quasi circulaire. Donc c'est une ellipse, mais presque circulaire, ce qui est le cas de la grande majorité des planètes, sauf peut-être Pluton qui a une orbite particulièrement excentrique. Et cette ellipse, ce quasi-cercle, est dans le plan polaire, et donc θ égale pi demi. Dans ce cas-là, Gθ, la métrique, est donnée par Gθ, θ égale moins 1 moins Rg sur R. RR, c'est 1 moins Rg sur R, exposant moins 1. Gθ, θ, c'est R carré. G phi, c'est R carré sinus carré θ. Nous avons vu cela. Et donc, dans toutes ces expressions, on ne trouve ni le temps
ni l'angle phi. Donc la métrique est indépendante de t et de phi. Et donc, ut et u0, les composantes u0 et u phi doivent être des constantes du mouvement. U0 peut s'écrire G00, U0 égale G00 en utilisant les composantes du quadrivecteur vitesse, dt sur dτ, c'est-à-dire moins 1 moins rg sur r pour G00 fois gamma pour dt sur dτ. Et puisque l'impulsion P0 c'est mu0 et que l'impulsion c'est m fois gamma est aussi égal à E, on a que cette expression est égale à moins E sur M. Ce qui nous donne une première constante du mouvement. De même pour U phi, on peut écrire G phi phi U phi est égal à G phi phi d phi sur dt, dτ, pardon, est égal à moins 1 moins rg sur r, pardon, G phi phi égale r carré, donc r carré d phi sur dτ, et on pose ça égal à petit j sur m ou grand J. J, une constante, il s'avère que c'est la vitesse angulaire, et donc cette constante n'est d'autre que le moment angulaire du corps. Et donc le moment angulaire est une constante. De plus, θ est une constante, il vaut pi demi, c'est dans le plan, et donc Uθ égale 0. En utilisant la relation UU égale moins 1, la norme du quadrivecteur est 1, moins 1, on trouve G00 U0 carré plus GRR UR carré plus G phi phi U phi carré égale moins 1. Et évidemment, je n'ai pas écrit Uθ puisqu'il est égal à 0. Et on remplace U0 et U phi par les constantes du mouvement. Et on utilise dr sur dτ est égal à dr sur dφ fois dφ sur dτ qui est égal à dr sur dφ fois, on vient de le voir, J sur R carré M. Et donc, on obtient au final la relation, donc après le remplacement de U0 et U phi par les constantes, M carré fois 1 moins RG sur R égale E carré moins J carré sur R4 fois dr sur dφ carré moins J carré sur R carré fois 1 moins RG sur R. Pour résoudre cette équation, on choisit une nouvelle variable, W égale 1 sur petit r, ce qui nous donne une équation dw carré, pardon, dw
sur d phi au carré plus W égale E carré moins J carré sur J carré plus M carré sur J carré fois RG W plus RG W cube. En remplaçant la valeur du rayon gravitationnel et en différenciant, en faisant la dérivée par rapport à phi, on obtient d2W sur d phi carré plus W égale Gm sur grand J carré, c'est ce petit J, plus 3GMW. Ça, c'est l'équation finale que nous devons résoudre. Alors, ça, la première partie, c'est l'équation de Kepler. Sa solution, W est égal à 1 sur R, est donnée par Gm sur J carré fois 1 plus E fois cosinus phi moins phi 0. Et elle décrit une orbite d'excentricité E, petit e, avec une ellipse qui est décalée par rapport à l'axe des X d'un angle phi 0. Alors, 3GMW, alors, à nouveau ici, j'ai posé C égale 1 pour simplifier les calculs. Et si on réintroduit, on doit diviser par C carré. La valeur obtenue est très petite par rapport à 1, en tout cas pour le Soleil. Et donc, on doit avoir une solution qui est presque la solution de Kepler. Alors, une façon de résoudre l'équation, c'est de remplacer le W ici par la solution qui est donnée là. On développe, donc on remplace W par ceci, on obtient une équation plus longue, mais dont la solution est connue. Alors je vous donne cette solution, elle est connue en mathématiques, U égale Gm sur J carré, plus 3G carré M carré sur J carré, excusez-moi, c'est Gm J carré fois 1 plus E fois cosinus phi moins phi 0 moins 3 G carré M carré sur J carré phi. Et donc on voit qu'on a un terme supplémentaire dans le cosinus qui correspond à un décalage sur une orbite qui est donnée par delta phi est égal à 6 pi G carré M carré, pardon, non oui c'est bon, 6 pi G carré M carré sur J carré. J'ai un peu de mal parce que j'ai la sale manie de faire des 6 qui ressemblent à des G. Voilà, et ça, c'est le décalage du périhélie obtenu sur une orbite. On peut le réécrire comme 6 pi Gm carré sur C carré A
fois 1 moins E carré. Où A est la grandeur du demi-grand axe. Donc ça, c'est le rapport entre le moment angulaire, le demi-grand axe et l'excentricité qu'on trouve en mécanique classique. Qui donne la formule de déplacement du périhélie pour une orbite de grand axe A et d'excentricité E. Alors on peut faire le calcul et on peut aussi le mesurer. Donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente, j'avais dit 42 secondes, pardon, c'est 43 secondes d'arc. On peut calculer, mesurer ce décalage du périhélie après avoir tenu compte des perturbations de toutes les autres planètes. Donc ça donne des calculs de mécanique céleste assez affreux, mais qu'on sait mener, et comparé au calcul ici. Alors les résultats sont que pour Mercure, on obtient 43,03 secondes d'arc de décalage par orbite, et la mesure donne 43,11 à plus ou moins 0,45. Donc, parfait accord. On peut même le mesurer pour d'autres planètes, même si l'effet est beaucoup plus faible. C'est que dans le champ du Soleil, gravitationnel du Soleil devient plus faible au fur et à mesure qu'on s'éloigne, donc les effets relativistes s'atténuent. Ainsi, pour Vénus, le calcul donne 8,6 et la mesure donne 8,4, plus ou moins 4,8. Alors, c'est pas très précis, mais ça colle au résultat calculé. Pour la Terre, on a une meilleure précision. La mesure donne 5,0, donc 5, plus ou moins 1,2. Et le calcul, ici, donne 3,8. Donc, toujours en accord. Donc, les résultats sont très bons. On calcule le déplacement du périhélie grâce à la relativité générale, ce qui explique ce déplacement du périhélie résiduel qui reste en mécanique céleste dans les observations. Ce fut considéré comme un très beau succès de la relativité générale qui expliquait un phénomène qui avait bien ennuyé les astronomes depuis plus d'un siècle. Dans la prochaine vidéo, nous verrons notre seconde application qui fut la seconde prédiction d'Einstein, à savoir la déviation des rayons lumineux par le Soleil. Alors, un petit mot là-dessus. Quand donc un rayon lumineux qui passe près du Soleil est dévié, notons que la théorie newtonienne prévoit cela aussi, puisque Newton considérait que la lumière était formée de petits corpuscules massifs qui devaient donc être influencés par la gravité comme n'importe quel corps. Dès son époque, je crois que c'est pas lui qui l'a calculé, c'est peut-être Laplace, dès son époque, on a calculé cette déviation. Quand Einstein a fait les calculs avec la relativité générale, il s'est d'abord trompé. Pour dire que vous voyez, les calculs ne sont pas simples. Et lui, il n'avait personne pour s'inspirer. Il fallait qu'il y aille depuis le début et tout inventer. Il a fait une petite faute de calcul et a trouvé la même valeur que Newton. Heureusement, il a vite corrigé. Il s'est vite rendu compte de sa faute et il a publié le résultat correct et a obtenu un résultat qui est une déviation qui est la moitié, qui est le double de la déviation prédite par la théorie newtonienne. Le fait que ça soit exactement le double est une coïncidence numérique. C'était donc une prédiction ferme. Là, il ne s'agissait plus d'expliquer quelque chose d'existant, mais d'observer quelque chose de nouveau. Parce que si cette déviation avait été prédite à l'époque de Newton, on ne l'avait jamais observée. Là, on avait une prédiction où elle disait elle est double, c'est observable. Et donc, un peu partout, des astronomes ont attendu une éclipse qui allait bientôt se produire, quelques années après la publication de la relativité. Une éclipse de soleil. Donc, les astronomes se sont placés sur la trajectoire de l'ombre de la Lune pour observer l'éclipse solaire. Alors, pourquoi une éclipse? Parce que pour observer la déviation des rayons lumineux, on observe la position des étoiles dans le ciel, et quand le soleil est devant, on observe la déviation apparente. Si on est ici, et que le rayon est dévié, on observe une position légèrement décalée, qui permettait ainsi de faire cette mesure. Seul défaut,
le soleil est très brillant, déjà en plein jour. Il est souvent impossible, d'observer les étoiles, sont peut-être les plus brillantes tôt le matin ou tard le soir, même avec les grands télescopes. Et à l'époque d'Einstein, ils n'avaient pas de satellite dans l'espace pour faire les mesures. Et donc, il fallait profiter d'une éclipse. Parce qu'à ce moment-là, le disque solaire est caché par la Lune, ce qui fait qu'on peut observer les étoiles qui sont situées à côté. Et donc, on pouvait mesurer ce décalage au moment de l'éclipse. C'est ce qu'ils ont fait, et évidemment, ça a fait des gros titres des journaux, puisque on venait de démontrer, on venait de prouver, ou plutôt de valider la relativité générale d'Einstein. Une de ses prédictions importantes venait d'être vérifiée. Nous allons nous attaquer à la théorie, et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.